Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur qu'est-ce que la transidentité. Alors je vais essayer d'être clair et concis pour que cette vidéo parle au plus grand nombre, parce que c'est pas forcément un sujet évident à aborder et c'est pas forcément non plus un sujet qui est facile à comprendre. Donc on va y aller et je vais essayer de vous donner d'abord ma définition puis celle de Wikitrans, qui est un site que je vous recommande si vous voulez vous documenter, que ce soit sur la transidentité de manière générale ou sur le parcours qui est à faire. Donc la transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas être en accord avec le genre qui vous a été assigné à la naissance, indépendamment de votre sexe en fait. Donc si vous êtes né homme, et que vous avez les attributs masculins, et que vous vous sentez femme ou pas forcément, vous pouvez aussi vous sentir non-binaire ou toute autre chose, et bien vous êtes trans. Qu'est-ce que nous dit Wikitrans à ce sujet? Une personne trans est une personne dont le genre assigné à la naissance ne correspond pas à celui qu'elle ressent. Une personne dont on dit à la naissance qu'elle était une fille et qui se considère comme un homme est un homme trans. A l'inverse, une personne dont on a dit à sa naissance qu'elle était un garçon et qui se considère comme étant une femme est une femme trans. D'ailleurs, je suis un homme trans, donc je vais surtout parler pour les personnes trans masculines, F2M. Si vous voulez vous renseigner sur l'inverse, donc M2F, je vous renvoie vers la chaîne de Tipui, qui est une femme trans, qui parle de ce sujet-là, qui parle aussi de sexualité, donc ça peut être intéressant. Alors en conclusion, être trans, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas se sentir en accord avec le genre qui nous a été assigné. C'est pas plus compliqué, normalement. Il faut bien faire la distinction entre sexe et genre. Le sexe, c'est ce que vous avez entre les jambes, et ça ne regarde que vous. Et le genre, c'est ce à quoi vous allez vous identifier auprès de la société. Donc en gros, ce que nous dit Wikitrans, c'est que si ce que vous avez entre les jambes ne correspond pas à ce que vous ressentez dans votre tête et dans votre cœur, eh bien vous êtes trans. Sachant que moi j'ai des amis qui sont trans, mais qui ne se revendiquent pas comme trans. Vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai des amis qui sur le papier sont trans, mais qui se considèrent comme cis, et c'est tout à fait leur droit en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ci ou comme ça, vous faites comme vous voulez. Personne n'a le droit de vous dire faut faire comme ci ou comme ça. Un autre aspect de la transidentité, et qui est pas super cool non plus, c'est la dysphorie. Voilà, yes. Donc on va parler des sujets un peu pointilleux. Donc qu'est-ce que la dysphorie de genre? C'est le sentiment de détresse, de souffrance psychologique ou physique, d'être coincé dans un corps qui ne nous correspond pas. La dysphorie est donc un état mental. Je précise bien, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus un handicap, c'est tout simplement, c'est un peu comme une dépression. Voilà. Imaginez-vous coincé dans un corps qui n'est pas le vôtre, où les gens passent leur temps à vous prendre pour quelque chose que vous n'êtes pas. Ça va finir par taper sur votre morale et votre santé mentale va finir par en pâtir. D'ailleurs, quand on entend dans les informations qu'une personne trans s'est donné la mort, c'est souvent à cause de la dysphorie. Il n'y a pas que ça, mais généralement ça joue une grande partie. Me concernant, la dysphorie me touche au niveau du corps, majoritairement. Tout ce qui est poitrine et compagnie, parce que évidemment, je suis née dans un corps de femme. Il y a aussi ma taille, parce que je suis quelqu'un de très petit, donc voilà, un mec qui fait moins d'1m50, c'est... Dans notre société actuelle, c'est difficile de paraître, je vais dire viril, mais je mets de très grosses guillemets à viril, hein. C'est très difficile de paraître masculin quand on est petit, et encore quand on est encore plus petit que les femmes moyennes. Donc moi, il y a ça qui, moi, me cause de la dysphorie. Sachant que vous pouvez très bien être trans mais ne pas souffrir de dysphorie, ou alors très légèrement. Moi je sais qu'au début j'en avais pas trop. Un autre truc qui m'embête en ce moment même, c'est ma voix. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je sortais dans la rue, si je ne parlais pas, je cispassais, donc j'étais pris pour un homme cis. En revanche, dès que je dis bonjour ou que je parle de manière générale, c'est oui bonjour madame. Je sais pas, j'ai les cheveux courts, d'ailleurs qui rebique, je me suis pas peignée donc voilà. Donc j'ai les cheveux courts, ça se voit très peu, faut vraiment m'approcher, mais j'ai de la pilosité faciale un petit peu. Quand je porte mon binder, j'ai quasiment pas de poitrine apparente, et je m'habille en mec, je m'habille de manière masculine. Donc je sais pas. Bon bref, c'est un sujet qui moi personnellement m'agace, mais je peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont pas forcément informés sur le sujet. Donc voilà, donc à part la dysphorie, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi? Je me suis découvert trans il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, donc c'est relativement récent. J'en ai pas l'air, mais j'ai 21 ans, qu'on mette les choses au clair.
J'ai 21 ans, donc j'ai commencé à me questionner en fait sur mon identité de genre vers l'âge de 18 ans. Je m'étais jamais questionnée en fait sur mon identité de genre, mais je m'étais jamais sentie à l'aise dans mon corps. Et étrangement, je m'étais jamais questionnée plus que ça. Donc le lycée se passe, je commence à découvrir la communauté LGBT, je rencontre une association LGBT friendly, et puis le temps passe, le lycée se termine, j'obtiens mon bac en pleine période Covid, et je ressors de là, et en fait à cette époque-là, je me considère comme gender fluide, c'est-à-dire que mon genre variait entre masculin et féminin, donc il y a des jours où je me sentais femme, d'autres où je me sentais homme. Puis plus le temps passait, et plus je me sentais homme sans me sentir femme. Sans parler du fait que j'ai commencé à utiliser le masculin parce que je me suis dit wow, ça me va vachement mieux. Je me sens vachement plus à l'aise avec le masculin que le féminin. Donc voilà, j'ai commencé à utiliser le masculin comme ça. Il y a un moment où j'ai fini par arrêter de me considérer comme gender fluide parce que je ne changeais juste plus. J'étais dans le masculin et ça bougeait plus, je me sentais très bien là-dedans. Et je continuais d'avoir cette réflexion de pourquoi je suis pas née avec un corps masculin en fait. Parce que déjà en école primaire, je me disais si j'avais eu un zizi, comment ça serait passé si seulement j'avais été un mec, ça aurait été bien, j'aurais pu faire ci, ça. Bon alors, en vrai, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne dépend pas de ce que vous avez entre les jambes. Mais bon, dans la réflexion d'un enfant, voilà. Au tonnerre, il y avait beaucoup de... Je vais pas dire de... C'était pas évident. Il y avait quand même de gros indices. C'est-à-dire que je traînais quasiment qu'avec des mecs. Je me comportais en mec, c'est-à-dire que rôter... les clichés que je donne, mais je crois que je n'ai jamais rencontré une fille qui rôtait comme un camionneur, donc voilà. Moi, rôter entre potes, tout ça, ça me dérangeait pas. Je m'habillais déjà comme je m'habille maintenant, c'est-à-dire que grand pull large, voilà. De toute manière, quand ma mère me traînait dans les magasins de vêtements, je ne regardais jamais le côté des femmes parce que ça m'intéressait pas, je me retrouvais pas là-dedans et j'achetais mes fringues du côté homme. Et au final, j'en ai discuté avec des amis sur les réseaux sociaux parce que j'ai énormément d'amis qui sont dans la communauté LGBT et plus largement trans. Et j'ai un pote, je lui en parle et tout, et je crois que c'est la première personne à qui j'ai réellement fait mon coming out, et je lui fais mec, je crois que je suis trans. Il me fait ah ouais, bah ça m'étonne pas. Bah en fait tu fais comme moi, t'as été dans le déni pendant 2 ans. Moi j'étais en mode non, je pense pas, je pense que j'étais complètement dans le déni. Si, hein. Pendant 2 ans en fait je me le suis cachée à moi-même parce que en fait être trans pour moi c'était pas envisageable. J'étais forcément. Il y a plein de choses dans ma vie qui faisaient que en fait la transidentité c'est pas le premier truc que j'allais suspecter. J'ai fini par faire mon coming out d'abord à mes proches sur les réseaux sociaux. Ensuite je l'ai dit à mon père, puis à ma mère dans des conditions terribles dont on reparlera certainement dans une vidéo pour vous aider à faire votre coming out à vos proches. Et là très récemment j'ai mis le reste de ma famille au courant et ça s'est étonnamment bien passé. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce côté-là. Donc une fois que tout ça a été mis au clair, je me disais ça y est, je suis trans, je le sais, tu vois. Toujours ce petit doute qui s'insinue dans notre esprit, et est-ce que je suis trans ou est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a... Alors c'est quelque chose aussi, la peur de se tromper, qui est légitime parce qu'on met une énorme pression sur les personnes trans et les gens de manière générale, en mode il faut surtout pas se tromper, oulala, tu te rends pas compte. Vous pouvez vous tromper, c'est pas grave. Ce qui risque d'être un peu embêtant, c'est qu'effectivement, si vous entamez une transition, contrairement à beaucoup de choses que j'ai vues sur internet, il faut savoir que la transition, ce n'est pas réversible. Alors, à un certain stade, ça l'est, mais ne serait-ce que l'hormonothérapie, ne serait-ce que pour les personnes F2M, donc la prise de testostérone, ça va vous laisser je vais pas dire des séquelles, mais il y a des effets qui vont apparaître et qui ne vont jamais partir, même si vous arrêtez. Donc on ne peut pas parler de transition réversible, en fait, ce serait mentir. C'est quelque chose dont je reparlerai aussi sur tout ce qui est transition et prise d'hormones. Il y a beaucoup d'effets à la prise de testostérone, et beaucoup d'effets ne sont pas réversibles, comme la mue, la pousse du diclite, la pilosité, me semble-t-il aussi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut savoir, faut quand même être assez sûr de soi. Mais même si vous transitionnez et que vous vous rendez compte au bout de 5 ans que en fait ça vous correspond pas, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé, vous vous serez senti comme vous êtes, vous vous serez senti à l'aise pendant 5 ans. Et selon moi c'est le plus important. À partir du moment où vous êtes majeur et que vous êtes capable d'évaluer vers quoi vous allez, vous êtes en droit de faire ce que vous voulez, en fait c'est votre corps.
Et si vous vous trompez, bah, c'est votre responsabilité et vous saviez ce qui vous attendait de toute façon. Donc voilà, je vois pas pourquoi on devrait nous culpabiliser en mode tu vois, je te l'avais dit, tu t'es trompé, nanana. Bah oui, bah c'est pas grave, c'est moi que ça regarde. Je dis ça parce que moi je sais que ma mère s'inquiète énormément, et mon père aussi, mais lui il le dit pas. Mais voilà, mes parents s'inquiètent énormément de ma transition future. Et j'y arrive, parce que je ne suis pas encore sous testostérone, ça devrait, j'espère, plus trop tarder, d'ici 2-3 semaines ça devrait être bon. Moi-même, je ne peux pas dire encore actuellement que je suis 100% sûre de moi. Je le suis à au moins 90%, mais voilà, pas grave, on verra. Et de toute manière, je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de passer sous testostérone, et je pense que plus le temps passe et plus je suis sûre de moi. Je pense que quand je prendrai ma première prise de testostérone, je serai certain. De toute manière, pour moi c'est simple en fait, si vous vous questionnez sur est-ce que vous êtes trans, comment vous vous voyez dans le futur en fait. Moi je sais que je me visualise pas du tout en femme, donc voilà, à partir de là je pense que j'ai pas trop de risque de me tromper quoi. Si je dois continuer sur ma lancée, je préfère être un homme, clairement. Comme je disais, je me suis jamais sentie à l'aise dans mon corps, il y a plein de trucs qui me dérangent. Et au début, je pensais que je complexais juste parce que notre société a des principes complètement débiles. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus que ça. Genre oui, j'ai des complexes comme tout le monde, et j'ai aussi beaucoup de dysphorie, donc voilà. Concernant le parcours de transition, donc une fois que vous avez réduit votre dysphorie, ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de commencer leur transition tout de suite, vous allez commencer les fameuses démarches, c'est-à-dire que vous allez commencer par voir votre médecin traitant, et vous allez lui dire bah voilà, je suis un homme trans, parce que je parle pour les hommes trans là du coup, je suis un homme trans et j'aimerais transitionner. Alors s'il est pas con et que c'est pas s'il est pas transphobe en général, il va dire d'accord, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes trans. Moi, la question m'a été posée, donc je lui ai expliqué que oui, bah, en étant enfant, je me demandais ce que ça faisait d'avoir un corps d'homme, je me suis jamais sentie à l'aise dans mon corps actuel, je ne me projette pas comme un homme, donc voilà. Et finalement, ça s'est fait assez facilement. En plus, moi j'ai eu du bol, parce qu'en fait, c'est pas mon médecin traitant que je suis allée voir. Normalement, vous devez voir votre médecin traitant pour qu'il vous fasse. Donc la première étape pour moi, c'était l'ALD, donc affectation longue durée. Qui va servir entre guillemets à vous faire rembourser la testostérone. Voilà. Et techniquement, sur le papier, c'est censé vous rembourser aussi toutes les opérations de transition. C'est pas le cas, je vous le dis tout de suite. Vous allez raquer sa mère, mais ça c'est un truc dont on reparlera. Donc voilà, moi j'ai fait ma demande d'ALD, c'était pas mon médecin traitant parce que je me suis tout simplement trompée, je vais tellement pas chez le médecin que j'avais oublié qui était mon médecin traitant. Et en fait j'ai eu énormément de chance parce qu'il a été sympa, il m'a fait une ALD pour 6 mois entre autres. Ça fait 2 mois que j'y suis allée et que j'ai fait ma demande d'ALD. Ça fait 2 mois que j'attends que la CPAM me dise c'est bon, c'est validé, donc bon. Voilà, soyez pas pressés, hein, entre autres. Moi, de ce qu'on m'a dit, il faut attendre entre 3 et 6 mois. Alors moi, ça m'a fait chier parce que avant de commencer mon parcours de transition, ça faisait 2 ans que je me restreignais. Que je me disais non, mais je peux attendre, non, mais en fait, je suis pas très sûre, nanana. Voilà, résolution 2023, commencer la transition. Ah bah putain, j'aurais dû commencer avant parce que si j'avais su que ça allait être aussi long et surtout aussi compliqué, putain, je m'y serais mis bien avant. Donc voilà, je n'ai toujours pas mon ALD, mais rassurez-vous, si vous voulez passer à l'hormonothérapie, donc la prise de testostérone, bah c'est tout à fait possible. Le problème c'est que vous ne serez pas remboursé au début. Parce qu'en fait l'ALD va vous servir à être remboursé sur testostérone. Et tout ce qui est visite médicale, donc endocrinologue, psychologue si vous en voyez un, psychiatre et médecin traitant. Sauf que bon, bah moi au bout de 2 mois, je perds patience. Et j'ai pas envie d'attendre plus que ça, parce que moi mon objectif c'est d'être sous testostérone d'ici juin. Et en fait si j'attends mon ALD, je serai jamais sous testostérone d'ici juin, donc voilà. Si vous voulez transitionner donc sans avoir votre ALD, moi je suis allée voir mon médecin traitant. Cette fois, le bon, je me suis pas trompée. Je lui ai dit, bon bah voilà, je veux commencer la testostérone, je veux aller voir un endocrinologue. Il me faut donc l'attestation, enfin le papier pour l'endocrino. Et il me faut une autorisation, enfin une prescription pour la prise de sang. Donc je lui dis toutes les hormones pour la prise de sang qu'il va falloir que je fasse. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas évident. Il me fait les ordonnances et le lendemain je vais dans un centre qui prend ce rendez-vous et je me fais faire ma prise de sang. Je suis allée à 8h du mat, ils m'ont piqué.
5 heures plus tard, j'avais le résultat, donc gros coup de bol. Et surtout, grâce à l'ordonnance, j'ai rien payé parce qu'un bilan hormonal, faut compter une petite centaine d'euros si ce n'est plus. Donc déjà, j'étais contente d'avoir cette ordonnance. Et surtout, j'ai eu du bol parce que, alors bon, j'étais pas pressée, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous pour, enfin, j'ai pas pris rendez-vous pour la prise de sang, mais j'ai prévu d'aller la faire. Et le même jour, j'ai pris rendez-vous pour l'endocrino. Sauf qu'il y en a pas de dispo dans la région visiblement, donc je me suis adressée du coup à mon hôpital qui était dans ma région, enfin dans ma ville. Et ce miracle, j'ai eu un rendez-vous pour le 2 mai, donc j'ai littéralement rendez-vous dans 2 semaines. Alors que normalement, bah voilà, c'est quand même rare d'avoir un rendez-vous aussi rapidement. Et sauf que bah, j'avais pas encore fait ma prise de sang et je me suis dit, si j'ai rendez-vous chez l'endo et que j'ai pas mon bilan hormonal, donc au final je me suis fait piquer le lendemain et j'ai eu les résultats dans la foulée, donc le problème se pose pas. Là j'ai eu en fait ça s'est vachement accéléré pour moi parce qu'il faut quand même vous dire que il y a 2 mois j'allais chez le médecin pour l'ALD et moi j'attendais d'avoir mon ALD pour faire tout le reste parce que je voulais être remboursée. Et là d'un seul coup bah, je prends les devants, je me dis tant pis je serai pas remboursée sur mes premières étapes de transition mais voilà je veux avancer et je le fais. Et là d'un coup bah putain ça a accéléré quoi parce que je pensais que j'allais devoir attendre peut-être pas 3 mois mais au moins 1 mois pour l'endocrino, que j'allais devoir attendre ma prise de sang pendant 2 semaines et au final tout est arrivé comme ça en 24 heures, donc ça a été assez dingue. Donc là, sur ce côté-là, je suis contente. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que comme je n'ai pas mon ALD, du moins pas encore, bah, je vais payer l'endocrino. Là, j'ai une ordonnance, donc normalement, je devrais pas trop craquer. Je vais payer mes premières prises de testo. Par contre, on m'a dit que l'ALD était rétroactive, donc c'est bon à savoir. C'est-à-dire que normalement, si vous payez votre testostérone et que vous n'avez pas encore votre ALD, au moment où vous allez recevoir votre ALD, vous pourrez demander le remboursement. J'y suis pas encore, donc je peux pas vous confirmer que ça fonctionne à 100%. Je pense que de toute manière, ça va être un bordel à faire. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Une fois que vous êtes allé voir votre endocrino, il va vous expliquer comment prendre la testo. Après, vous commencez l'hormonothérapie. Une fois que vous avez vos hormones, vous pouvez songer aux opérations. Alors, techniquement, vous pouvez vous faire opérer avant. Enfin, concernant la mastectomie, entre guillemets, vous pouvez techniquement vous faire opérer sans être sous testostérone. Mais il y a quand même de très grandes chances que le ou la chirurgienne vous demande minimum 1 an sous testostérone pour la répartition des graisses et ce genre de choses. Concernant le fait aussi que, c'est quelque chose dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'ALD est censé vous rembourser sur absolument tout et ce n'est pas le cas. Certains chirurgiens permettent le remboursement partiel des opérations. Ce qui est bon à savoir, mais il y a souvent des prérequis comme le fait d'être sous testostérone, le fait d'avoir changé votre état civil, etc. etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai fait hier. Alors, j'ai pas changé d'état civil hier, mais je me suis rendue à la mairie, j'ai fait bonjour, comment je fais pour changer de prénom et d'état civil parce que je sais qu'il faut des papiers et que administration française. Donc voilà, je savais que ça allait être compliqué et au final, pour changer les deux, vous allez voir, c'est pas du tout pareil, mais ça demande exactement les mêmes choses. Alors moi, c'est quelque chose qui me faisait chier parce que je ne voulais pas changer de prénom ni d'état civil aussi rapidement, entre guillemets. En fait, le fait de me faire mégenrer tous les jours quand je sors dans la rue, ça commençait à me taper sur le système. Donc au final, l'idée a fait son bonhomme de chemin et je me sens un peu plus prêt à changer d'état civil. Je me dis que ce sera peut-être plus simple parce que en fait, je ne me sens pas légitime de corriger les gens, alors que si, en fait, techniquement, je suis légitime. C'est juste que je me dis, j'ai toujours le F sur ma carte d'identité, donc... Et puis même quand je fais des démarches administratives, je suis obligée de me renseigner comme étant une femme, et ça me fait chier. Donc voilà, je me suis renseignée. Je suis allée à la mairie, ils m'ont dit, changement de prénom, faut faire comme ci, comme ça. Par contre, le changement d'état civil, c'est auprès du tribunal. Donc, rebelote, je me redéplace, je vais au tribunal, et en fait, on me dit que c'est globalement exactement pareil que pour le changement de prénom, à part que, petite subtilité, moi je voulais changer mon état civil avant de changer mon prénom et apparemment pour que ce soit plus simple il faut d'abord changer son prénom avant de changer son état civil. Pourquoi je sais pas, mais voilà, c'est un prérequis. Enfin, techniquement non, c'est pas un prérequis mais c'est fortement recommandé. Donc voilà, alors sachant que si je voulais changer d'état civil ou même de prénom, ça va être particulièrement chiant parce que déjà il va vous falloir des preuves à comprendre, qu'il va vous falloir des mots de tous les médecins que vous allez voir globalement et il va falloir que vos proches fassent des témoignages pour prouver que oui, vous vous genrez bien de cette façon, vous vous présentez bien de cette façon de manière, dans la vie de tous les jours et que oui, on vous appelle bien par ce prénom dans la vie de tous les jours. Je
sais pas, je pourrais écrire de fausses lettres, mettre le nom et pas nom et prénom de mes proches. Et puis quand bien même mes proches peuvent très bien mentir aussi, je vois pas en quoi c'est une preuve légitime, mais bon voilà. Vous pouvez aussi joindre des photos, je comprends pas non plus l'intérêt parce que jusqu'à preuve du contraire il existe des moyens de retoucher des photos. Hein. Moi je sais que j'ai de bons skills Photoshop. Donc voilà, encore une fois je sais pas, puis qu'est-ce que tu mets sur ta photo? Tu te photographies les cheveux courts et tu dis regardez j'ai pas les cheveux longs donc je suis forcément un homme. Je connais des hommes qui ont les cheveux longs, enfin voilà, c'est encore un truc que je comprends pas. Hein. Concernant le parcours de transition, alors, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire telle chose ni tel truc. Faites comme vous voulez, et c'est pareil, vous faites les choses dans l'ordre que vous voulez. Bon, il y a des trucs où vous serez obligé de faire étape A avant de faire étape B, mais bon, voilà. Globalement, vous faites ce que vous voulez. Alors moi, l'ordre que j'ai choisi, c'est l'ordre qui me semblait le plus évident, c'est-à-dire que j'ai commencé par l'ALD, que j'attends toujours. Là, bon, j'ai grugé l'ALD parce que bon, j'ai pas que ça à foutre d'attendre 6 mois qu'on me renvoie le papier quoi. Donc endocrinologue et hormones du coup, qui devrait arriver donc dans 2 semaines normalement si tout se passe bien. Suite à ça, il y aura donc l'hormonothérapie, donc la prise de testostérone sur peut-être environ 1 an. Puis j'envisagerai la mastectomie, qui est globalement une opération chirurgicale pour retirer la poitrine, retrait du sein, bon pas de l'auréole, mais dans le cadre d'une transition c'est diminution de l'auréole et de la glande mammaire bien évidemment, puisque vous pouvez très bien faire une mastectomie tout de suite. Le problème c'est que la plupart des chirurgiens risquent de vous demander au moins 1 an sous testostérone. D'ailleurs si vous voulez demander le remboursement partiel de votre mastectomie, il va falloir changer votre prénom et votre état civil. Parce que comme je disais, l'ALD ne prend pas tout en compte. C'est censé être une ALD à 100%. Sauf que ça prend pas en compte les chirurgies, hein, ce qui est globalement le truc le plus cher de la transition, mais bon voilà. Donc une fois que vous avez fait votre mastectomie, ou aussi appelée mammectomie, ça dépend, normalement le vrai terme c'est mastectomie, mais bon les deux se disent. Moi personnellement j'envisage l'hystérectomie, donc retrait de l'utérus, parce que c'est pareil, c'est un prérequis pour la phalloplastie. Une fois l'hystérectomie faite, vous pouvez songer à l'opération du bas. Moi dans mon cas, je sais que je veux une phalloplastie, le problème étant que les résultats en France que j'ai vu ne me conviennent tout simplement pas. Ça pas beau, ça fait pas réaliste. Je veux dire, je peux avoir un packer où on dirait une vraie, alors pourquoi je me ferais opérer pour avoir un truc moche qui en plus ne dure pas dans le temps, il faut le savoir. Alors que je peux avoir une prothèse qui certes va me coûter 300 € mais qui fait très bien le taf et qui est purement réaliste, tu vois. Moi je songe de plus en plus à me faire opérer à l'étranger parce que les résultats sont bien meilleurs là-bas. Encore une fois c'est quelque chose qui se réfléchit et puis c'est un budget aussi, mine de rien. Parce que c'est déjà pas donné en France, alors si vous faites ça aux États-Unis, je vous dis pas comment vous allez raquer. Une autre alternative à la phalloplastie, c'est la métoïdioplastie. C'est pas une phalloplastie, c'est beaucoup plus léger, entre guillemets. En gros, on va vous construire un micro-pénis. On peut y placer un scrotum, si je dis pas de bêtises. Sauf que bah, c'est pas fonctionnel comme un phallus en fait. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent bander avec ça. Mais ça reste, c'est beaucoup plus petit qu'une phalloplastie où vous allez avoir 10-15 cm selon. Donc voilà, c'est quelque chose dont je reparlerai encore dans d'autres vidéos sur les sujets pour pouvoir bien tout développer parce que vous allez voir que dans une transition, enfin dans la transidentité de manière générale, il y a plein de petites étapes. Et toutes ces petites étapes, et ben en fait je pourrais en faire des vidéos d'une demi-heure à chaque fois, donc voilà, je vais essayer d'être court. Je pense que cette vidéo va déjà être très longue. Techniquement, je crois que la phallo est la dernière opération. Alors non, techniquement il y a aussi tout ce qui est reconstruction, c'est pas reconstruction du visage, c'est tout ce qui est opération faciale. Pour la pomme d'Adam aussi c'est possible, moi c'est pas quelque chose que je prévois de faire parce qu'on me dit généralement que je fais très androgyne et ça me convient. Je ne sais comment conclure cette vidéo parce que c'est ma première, enfin... J'avais fait des vidéos bien avant, mais bon, voilà. Comme je disais, je vous mets la chaîne de Tipeee en description. Pour les femmes qui nous regardent, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Si vous avez besoin d'informations, elle sera bien plus à même que moi de vous renseigner. Et je pense que ces vidéos seront beaucoup mieux construites que les miennes aussi. Je vous mets aussi tous en description là le lien vers le Wikitrans, qui est une véritable mine d'or si vous cherchez des informations. Ils contiennent aussi d'ailleurs des PDF, des documents, etc. Par exemple pour l'ALD, moi je sais que je l'ai téléchargé là-bas, mon ALD. C'est des ALD qui sont pré-remplites, vous avez juste à mettre vos infos perso dedans, vous imprimez et c'est bon quoi. Je pense qu'ils ont des articles aussi pour tout ce qui est coming out, etc. Je vous laisse aller voir. Si vous avez des questions, la réponse se trouve très probablement sur ce site. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que
que je me serai bien débrouillée et que mon montage arrivera à rattraper tout ce magnifique bordel parce que mine de rien ça fait 1 heure que je suis devant la caméra. Voilà, j'espère que ça aura été clair et concis comme je le souhaite. Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, on verra bien. J'espère que j'aurai pu vous éclairer. Je vais ressortir d'autres vidéos du coup qui sont sur des sujets bien particuliers, donc tout ce qui est objet pour diminuer la dysphorie, tout ce qui est étape de transition en particulier. Moi ces vidéos vont aussi me servir de journal de bord entre guillemets parce que je ne suis pas encore sous testostérone, ça se voit et ça s'entend. Et il est recommandé en fait de garder une trace de notre évolution parce qu'effectivement quand on est sous T, les changements se font assez lentement. Et on peut avoir l'impression que en fait je suis sous T depuis 6 mois et j'ai pas changé. Alors que si, c'est juste que comme ça change très lentement, vous y faisiez de jour en jour et vous voyez pas forcément le changement. Donc ces vidéos vont moi me permettre de comparer le moi de maintenant, de cette vidéo, bonjour moi du futur, et ça me permettra de voir mon évolution au fil des vidéos. J'ai surtout hâte en fait de pouvoir quantifier le changement de ma voix parce que je sais que j'ai une voix très féminine, très fluette entre guillemets. J'ai très hâte de commencer à muer. C'est vraiment le truc qui m'a fait, entre guillemets, commencer la testostérone. J'avais vraiment très envie de muer et j'ai vraiment franchement hâte que ça change parce que je suis pas au point de détester ma voix, mais ça m'insupporte qu'en fait je me fasse mégenrer à cause de ça. Bon bref, sur ce je me tais parce que je suis vraiment bavard. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et sur ce à plus.